Ce soir, le sujet qui nous réunit et qui a motivé donc cette rencontre de ce soir, c'est M. Alassane Ouattara veut faire une transition politique en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est le constat que nous avons fait avec un certain nombre de compatriotes, d'amis et même des partenaires, des gens qui observent bien la vie sociopolitique ivoirienne. Donc, il était important pour moi de gloser là-dessus, de façon à expliquer un peu et puis d'attirer l'attention des uns et les autres. Je voudrais saluer tous les compatriotes qui sont en ligne. Je vous salue, je ne pourrai pas nommer tout le monde, mais je suis très content que vous soyez là. Et puis, cette vidéo sera relayée après, et donc, merci de mettre des cœurs et tout ça pour empêcher qu'elle ne soit interrompue. Je voudrais aller très vite. Je voudrais, en analysant cette question de la transition que veut imposer M. Ouattara à la vie sociopolitique ivoirienne d'ici octobre 2020, je voudrais commencer d'abord par saluer les Ivoiriens, saluer les Africains qui ont fait massivement le déplacement de La Haye. Parce que nous nous sommes retrouvés en Hollande le 6 février 2020 pour manifester notre soutien au président Laurent Gbagbo, pour manifester notre soutien au ministre Charles Blé Goudé. Et comme depuis un certain temps, les manifestations étaient interrompues parce que nous observions la situation, les Ivoiriens sont sortis très massivement. Et la France, en majorité, en tout cas les compatriotes de Paris, de toute la France, de Lyon, partout, ils sont donc au nom du vice-président de EDS, chargé de la diaspora, le président Stéphane Kipré, que je salue au passage, je voudrais vous dire un grand merci. Merci pour ce déplacement, mais massif. Et évidemment, je parle de la diaspora, mais également il y avait aussi le vice-président Éric Kaye, qui était là, vice-président de EDS. Il y avait aussi notre cher ministre Issa Malik, vice-président aussi de EDS, qui était là. Il y avait le président, comment dirais-je, Christian Vabé, le président Pascal Lobo. En tout cas, tout l'armada de EDS était présent. Et la cerise sur le gâteau, le président de EDS a effectué le déplacement depuis Abidjan avec le secrétaire général Mpono de EDS. Donc, président Georges Armaonien, je voudrais te saluer, te dire merci. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci pour le message que tu as adressé à la diaspora pour dire merci à toute la diaspora. Bravo, bravo. Et je m'en vais vous dire que ce que nous avons démontré à La Haye le 6 février dernier va payer, va porter ses fruits. Parce qu'on a vu qu'en réalité, ce qui fait peur à M. Ouattara, c'est quoi? Est-ce que vous pensez honnêtement que ce qui fait peur à M. Ouattara, serait le président Laurent Gbagbo lui seul? C'est-à-dire le président Laurent Gbagbo serait un extraterrestre qui fasse si peur à M. Ouattara? Non! Ce qui fait peur à M. Ouattara, ce sont les masses qui croient au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé. En fait, c'est cela. Puisque lors du procès, on est encore revenu sur le fait que le président Laurent Gbagbo a des soutiens, il a des supporters, mais c'est toute l'Afrique que vous allez ébranler, parce que c'est toute l'Afrique qui se mobilise pour ce monsieur, parce qu'il symbolise la souveraineté, la libération de tout un continent. Donc bravo, bravo à tous. Je voudrais commencer par là, parce que c'est là que nous nous avons arrêté. Depuis ce temps-là, on a pris un peu de temps pour travailler en lobbying, en coulisses et tout cela, mais ça ne fait que commencer. Attendons-nous à une libération totale du président Laurent Gbagbo. À ce moment-là, chers amis, chers compatriotes de la diaspora, préparons-nous. On doit pouvoir se débrouiller pour préparer nos billets d'avion. Parce que dès que le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé ont leur liberté totale, la décision reviendra à eux de dire tel ou tel jour nous rentrons en Côte d'Ivoire. Maintenant, les bruits bizarres selon lesquels, oui, il va falloir négocier. Il n'y a pas de négociation avec M. Ouattara. M. Ouattara dit qu'il a condamné le président Laurent Gbagbo à 20 ans. Il dit qu'il a condamné le ministre Blé Goudé à 20 ans. Donc il attend tranquillement.
Ils vont arriver là-bas et puis maintenant tu vas les enfermer. C'est tout, mais tu n'as pas à dire. C'est moi qui dois autoriser. Dans la constitution de notre pays, là, il n'y a pas une disposition qui puisse interdire un natif de la Côte d'Ivoire d'être à l'extérieur. Surtout que l'exil même est une violation de la constitution parce que c'est interdit. Donc le fait que nous soyons en exil, le dirigeant du pays doit lui-même savoir que ce sont nos droits qu'il viole. Mais ça, ce sont des questions, on les met au frais. On va régler ça plus tard. Donc, on se prépare. De sorte que quand le président Laurent Gbagbo, quand il a eu la bonne décision de sa libération totale et qu'il est libre de tous ses mouvements sur toute la planète, il va lui-même dire, bon, tel jour, je suis prêt à aller à Abidjan. En ce moment-là, nous tous, on fait les convois par avion. Et en ce moment-là, nous tous, là, on va aller en prison. C'est trop facile. Mes chers compatriotes, bonsoir. Je suis venu vous dire en 2 ou 3 mots comment est-ce que M. Ouattara prépare sa transition. Et jusqu'à la conclusion, je vous dirai que nous, Ivoiriens, nous devons nous mobiliser pour lui démontrer le contraire de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut faire, ce qu'il a à l'esprit. Pourquoi cette question de transition est nécessaire que l'on en parle? Pourquoi? Parce que vous avez suivi récemment l'opposition politique et sociétale de toute la Côte d'Ivoire. Donc, l'opposition socio-politique, parce qu'il y avait la société civile dans les différentes coalitions, il y a des partis politiques, il y a la société civile, etc. Moi-même, un acteur de la société civile, j'appartiens à une coalition de l'opposition. Donc, toutes ces personnalités-là, en bloc, pour une fois, on parlait d'une même voix. Ils ont claqué la porte au gouvernement Ouattara, au gouvernement Gon Coulibaly, mais tout ça, c'est blanc, bonnet, blanc. C'est les mêmes. L'opposition a claqué la porte, pourquoi? Mais tenez-vous bien, je tiens à rappeler le contexte, parce que c'est extrêmement important. L'opposition n'a pas apprécié la façon dont les débats ont été conduits, dès le départ. Et nous sommes quand même des cadres. Nous sommes quand même des cadres, même si vous voulez, laissons le côté intellectuel. Mais nous sommes quand même des hauts responsables. Parmi nous, il y a des anciens ministres, il y a des anciens présidents de la République. Et tout, on ne va pas aller à une discussion. D'abord, l'ordre du jour n'est pas prédéfini. Les termes de référence sur lesquels on va plancher, ce n'est pas défini. Mais ça, c'est quoi? C'est de l'enfantillage, ça. Un État, mais qui a les moyens d'avoir tous les experts du monde. Comment vous pouvez convier une opposition à une séance de travail et puis les termes de référence? Le minimum pour que démarre une rencontre de haut cadre dans un État, c'est même pas défini et tout cela. Donc l'opposition dit, écoutez, on va parler de la commission électorale indépendante, mais mettez-nous tous ces éléments-là sur papier. Ça, je vous rappelle, il fait un peu l'historique de ce qui s'est passé dans le dialogue entre l'opposition ivoirienne et le pouvoir. Quand je dis opposition ivoirienne, ce sont les partis politiques, la société civile et le pouvoir. Cet élément a manqué. Le gouvernement a promis de définir l'ordre du jour, de planifier, de tout définir, les termes de référence, et puis mettre à la disposition de l'opposition. Pour que, avant de venir à un échange avec quand même l'État, il faut quand même qu'on soit préparé. C'était pas prêt. Et en ce moment, l'opposition a dit, en ce moment, on ne se mêle pas de ce débat. M. Ouattara n'attendait que cela. Très vite, il a nommé sa commission électorale indépendante. Ce débat-là, sur la commission électorale indépendante, là, on n'a pas encore terminé. Mais jusqu'au bout, on va le faire. Et puis voilà que, à un moment donné, l'opposition se retrouve et puis elle décide de changer de stratégie. Elle dit, ok, on va reprendre les discussions. Le pouvoir dit, bon, la CEI, là, pour moi, c'est terminé, hein, mais on va maintenant travailler sur la loi électorale. Regardez une incongruité. En réalité, la loi électorale devait être plus globale, puisque même l'organe électoral qui pose problème devait rentrer dans la loi électorale. Mais bref, on va reprendre le débat sur la loi électorale. L'opposition dit, d'accord, elle se concerte. Les deux grandes coalitions, EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, dirigées par le président Georges Ama-Ouagné, qui se reconnaît dans le président Laurent Gbagbo, et puis CDRP, la coalition que dirige le président Henri Konan Bédié. Donc les deux coalitions se concertent et puis elles disent, ok, on ira au débat. Et cette fois-ci,
on ne quittera pas les séances de travail. C'est clair, tout le monde le sait. Les séances de travail commencent. Voilà qu'à un moment donné, il y a des blocages. Évidemment, quand on va à des discussions, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses. Mais il faut que les choses évoluent. Et puis, quand il y a des blocages, le chef de l'État, il peut intervenir, etc. Bon. Après un certain temps de discussion, les leaders politiques de l'opposition vont à une séance de travail. L'ordre du jour, on dit, c'est pour adoption et signature d'accords. Surprise. Et comme il n'y a pas d'accord, finalement, on est tombé d'accord sur notre désaccord. Et le Premier ministre qui vient, M. Gom Coulibaly, méprisant tous ces hauts cadres, parce que les gens pensent que quand ils sont au pouvoir, là, ils pensent que c'est la fin, quoi. Ils voient des personnalités que tu reconnais, que vous reconnaissez, vous les connaissez dans le pays. Mais parce que vous êtes au pouvoir, vous les méprisez. Vanité, quoi. Ça dit comme si pour vous le pouvoir est éternel. Oh, le pouvoir passe. On se retrouve. À Paris, là, les anciens premiers prennent le métro, tout le monde se voit, la vie continue. Pourquoi vous, en Afrique, quand vous êtes au pouvoir, quand vous quittez le pouvoir, vous devez carrément fuir parce que vous, tellement vous faites du mal à votre prochain. Vous avez honte de les regarder en face. Aujourd'hui, tout le problème de M. Ouattara, il ne sait même pas comment regarder le président Laurent Gbagbo en face. Encore moins la première dame Simone Veil Gbagbo. Puisqu'elle est dans le pays, il ne peut même pas la regarder en face. Parce que ça fait honte. Tellement de brimades pour rien. Bref, l'opposition a claqué la porte. Et donc, cette semaine-ci, une grande conférence de presse a eu lieu. Et on connaît le message qui est sorti de la conférence de presse. L'opposition a décidé de ne plus discuter avec ce gouvernement qui méprise les personnalités qu'elles sont, qu'elles constituent, qu'elles regroupent. Et donc, à partir de là, les personnalités de l'opposition disent très clairement, s'il devait y avoir reprise de dialogue, ce qui sera directement avec le chef de l'État. Voilà. Et ça, je voudrais saluer l'opposition pour cela. Parfois, nous sommes ici à l'extérieur et nous brûlons. Nous brûlons, mais c'est le divin. Le divin nous connaît. La plupart de ceux qui sont à l'extérieur, en exil, c'est que le divin nous connaît, nous a choisis pour nous protéger. Parce que si nous étions dans ce pays-là, peut-être que certains parmi nous allaient trépasser déjà. Parce qu'on se connaît, on ne supporte pas l'injustice. On ne supporte pas l'injustice. Notre peuple souffre trop, on ne peut pas supporter cela. Et ça fait que finalement, on serait peut-être tenté de nous sacrifier, de nous immoler. Le divin pense qu'on peut être utile encore à notre pays. Et donc, il nous protège. Donc, parfois, ça nous fait mal, mais il faut comprendre. Et je voudrais saluer la stratégie de l'opposition. Souvent, les militants sympathisants sont assez durs avec les dirigeants de l'opposition. Mes chers amis, il faut avoir le flair. Quand vous avez une dictature dure au pouvoir, il faut avoir la stratégie et la finesse dans les actions qu'on pose. Mais attendez, ça va monter en puissance, en crescendo. On va y arriver. Alors, M. Ouattara, c'est lui. Et donc, chaque fois qu'à cette conférence de presse dernière, on a vu encore que certains journalistes ont demandé aux responsables de l'opposition s'ils n'étaient pas en train de donner raison à ceux qui pensent que l'opposition veut une transition. Mais, chers amis, les gens sont dans l'opposition, comment ils veulent une transition? Les gens sont dans l'opposition, vous leur dites qu'ils veulent une transition. Celui qui est au pouvoir là, c'est lui qui a toutes les cartes. C'est lui qui fait ce qu'il veut. C'est lui qui tape, qui danse. Seul, on le regarde. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'opposition a décidé de le prendre lui-même à son jeu, de prendre M. Ouattara à son jeu. Et quand l'opposition dit, on monte, on descend, en octobre 2020, là, l'opposition sera présente à l'élection. Oh, c'est trop chic. J'applaudis. Oh, j'applaudis. Parce que quand c'est comme cela, M. Ouattara va comprendre que cette fois-ci-là, il ne va pas s'en sortir comme ça. Et ça, c'est ce que je veux vraiment lui dire pendant cette émission avec mes amis de Ovadjam. Je veux le leur dire. Il faut que ça soit très clair dans leur esprit.
Donc, j'ai salué les responsables de la coalition de l'opposition, de CDRP, de EDS, donc le principal orateur cette fois-ci, c'était le président de EDS, le professeur Georges Amaouagné. Je le salue. Je voudrais saluer également le ministre Guy Kaoué, qui mène bien le jeu. Et j'apprécie aussi la posture du président Henri Konan Bédié. Franchement, je pense que en maintenant ce cap avec tous les autres leaders, Ouattara Nyonzié, le ministre Ouattara Nyonzié, toute l'équipe, la ministre Bonique Lavry, vraiment je sens que ça bouge, mais ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Chers compatriotes, chers amis, ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que, alors, je suis en train de démontrer que M. Ouattara veut nous conduire dans une transition. C'est M. Ouattara qui a la stratégie de la transition politique. Et je vais vous le démontrer. Le premier point, donc, la structuration du bref exposé de ce soir, ce sont les 3 points que je développe. 1. Je vais vous donner quelques éléments qui viennent étayer cette allégation. Une allégation, c'est-à-dire ce propos que j'ai lancé selon lequel M. Ouattara veut nous amener dans une transition. Cette allégation, cette accusation, je vais la démontrer, je vais la justifier. Deuxièmement, je vous donnerai les conséquences. Et puis troisièmement, je vais vous dire quelles sont les stratégies que nous allons appliquer pour contrer ces velléités de transition. Premièrement, regardez quelques faits. Mes chers amis, l'élection présidentielle d'octobre 2020, là, mais elle est capitale, quoi. Elle est trop importante pour notre pays. Je vous assure, l'élection présidentielle d'octobre 2020, elle est déterminante pour la paix, pour la réconciliation et pour l'avenir de notre nation. On ne jouera pas avec. Pour cette élection-là, depuis un certain temps, il y a un certain nombre de jeunes électeurs. Et quand on regarde le corps électoral, la liste électorale devrait avoir environ 11 millions, selon les estimations, autour de 11 millions. Et ça sont les chiffres qu'eux-mêmes ils donnent au niveau du gouvernement. C'est eux qui sont aux affaires. Ce sont eux qui sont aux affaires. Donc ce sont eux qui doivent nous informer. Ils disent on attend environ 11 millions d'électeurs à enregistrer sur la liste électorale. Mais chers amis, 11 millions d'électeurs là, premier point, pourquoi c'est maintenant là qu'on commence à les enrôler? Pourquoi? Pourquoi? Ça cache quoi? Si ce n'est pas une volonté de faire traîner le processus et à un moment donné de faire une élection banalisée, mais je l'ai dit, minable élection. Non, on ne marchera pas, chers amis. C'est maintenant que M. Ouattara se réveille, il dit qu'il veut faire l'enrôlement. Ok. Dans un pays civilisé, quand on a une opération d'importance, parce que ce n'est pas que l'élection présidentielle seulement qui est concernée, ce sont toutes les élections, certes, mais il y a aussi que la carte nationale d'identité est un droit de l'homme. La carte nationale d'identité est un droit de l'homme. Mais par quoi est-ce qu'on définit que celui-ci était national ou pas? Par quoi? La carte d'identité. La carte d'identité, ce n'est pas qu'un document banal. C'est l'identité du citoyen, de l'individu. Qui es-tu? C'est ta carte d'identité qui fait ton être, qui fait ta personne. Donc c'est un droit. Et en tant que militant des droits de l'homme, il faut que j'explique un peu, parce que j'ai écouté un certain nombre de commentaires qui sont, semble-t-il, justes en apparence, mais il y a beaucoup de fausseté dedans. Je vais normalement y revenir, mais comme j'en parle, je préfère en même temps le citer. Le professeur Mamadou Koulibaly est ami. Il disait, entre autres, j'ai écouté un peu, je vais certainement revenir sur lui dans la fin de mon propos aujourd'hui. Il disait tantôt que la carte d'identité est un droit. C'est un droit, donc, et ça dépend de vous. Allez vous faire enrôler. Si vous voulez que ce régime change, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est pas compliqué. Et il a lancé cette boutade-là pour dire, si vous ne pouvez pas faire de rébellion, alors enrôlez-vous. Bon, ça c'est méprisant, mais je vais y revenir vers la fin. Mais pourquoi j'en parle maintenant? Parce que si c'est un droit,
Le fait de conditionner le droit, vous le rendez caduque. Vous violez ce droit du citoyen. Parce que tenez-vous bien, si vous dites que j'ai droit à la santé et que je vais à l'hôpital et que la santé coûte minimum 50 000 ou bien 100 000 francs CFA, mais ce droit-là n'est plus mien puisque je n'ai pas les 100 000. Du coup, vous me privez de mon droit. Parce que si c'est un droit, par quoi on identifie un citoyen? C'est le minimum que l'État puisse offrir à ses citoyens, leur carte d'identité. L'État a besoin de connaître les populations pour leur donner les soins, les éléments dont elles ont besoin. Donc le minimum là, l'État doit pouvoir le donner aux populations. C'est pour ça que la question de la gratuité de la carte nationale est un droit de l'homme fondamental. Parce que comment vous identifiez le citoyen français, le citoyen ivoirien, le citoyen américain? Si vous lui dites, payez. Alors, quand vous dites, M. Mamadou Coulibaly dit, c'est votre droit. S'il faut vous réveiller à 4 h du matin, allez-y. Si vous voulez vous réveiller à 2 h du matin, allez-y. Mais ça, ce n'est pas un problème. Nos parents peuvent se réveiller à 4 h du matin. Le problème, il est où? Le problème, ce sont les 5 000 francs CFA. Chers amis, nous sommes dans un pays où parfois même pour avoir 5 000 francs pour se nourrir, pour une semaine, mais c'est difficile. Ce pays-là, ce pays de Ouattara, là, ce pays dit émergent, là, cette Côte d'Ivoire de Ouattara, là, mais ne demandez pas aux villageois de trouver 5 000 francs comme cela. Il y a des parents qui ont des enfants malades, qui ne savent même pas où enlever de l'argent. 5 000 francs, mais c'est devenu du trésor. Et quand on est un homme politique, quand on est un leader d'opinion, chers amis, on doit pouvoir défendre les populations. Il faut les défendre bec et ongle. Et quand on est bloqué, on réfléchit pour trouver des solutions. Mais on ne dit pas, si vous n'allez pas vous faire enrôler, tant pis. Mais toi, tu as les 5 000 francs, tu allais te faire enrôler. Tu as les 5 000 francs, tu allais te faire enrôler. Comment vous expliquez le fait que dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, l'enrôlement, les 5 000 francs sont pris en charge par le conseil régional. Par exemple, dans le Poro, dans la région de M. Gon Coulibaly. Là, j'en veux, je prends à témoin le ministre Gikawi qui en a parlé, qui a révélé cela puisque je ne suis pas au pays. Mais ça m'a interloqué, mais ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Comment un conseil régional officiellement existant dans la République peut dire aux populations, et le courrier même a été signé, je ne vais pas dire aurait été signé parce que le ministre Gikawi est une personnalité qui a servi au plus haut niveau de la République de Côte d'Ivoire. C'est un professeur, c'est mon dévancier à l'université. Il ne peut pas venir sur les antennes, sur les médias pour raconter n'importe quoi. Il a même cité le député qui fait un communiqué pour dire « Chers parents, allez vous faire enrôler. Le conseil régional paye pour vous. » Ça fait deux choses. Parce qu'on attendait on apprenait que certains hauts cadres du RHDP prenaient de leur argent pour payer pour leurs parents, pour qu'ils aillent se faire enrôler, pour payer même pour leur région. Là encore même, on peut en discuter. Parce que d'un point de vue de la démocratie, c'est une violation. Vous biaisez la démocratie. Mais là encore, on peut dire, bon, c'est de leur argent. Même si c'est mal acquis, mais c'est leur argent. Ils le mettent à la disposition de leurs parents pour payer leur inscription sur la liste électorale, leur carte d'identité, bon, le timbre, bon. Mais le conseil régional, c'est notre argent. Donc pourquoi dans une région, on va utiliser notre argent pour payer pour une population du Nord, et puis dans les autres régions, on ne fait pas pareil. Chers amis, cet argument à lui seul peut suffire pour bloquer tout le processus en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le savez? Cet argument à lui seul peut suffire pour que toute la Côte d'Ivoire descende dans la rue. Non mais attendez, on ne peut pas faire... Il y a longtemps que nous parlons de ce rattrapage ethnique là. Il y a longtemps que nous parlons de ce rattrapage ethnique là, mais quand même il faut que ça prenne fin. Et puis vous dites, vous êtes là, vous êtes des leaders politiques. Ah, excusez-moi, je ne parle pas de tous, je m'adresse au professeur Mamadou Coulibaly qui dit, ah non, moi je suis allé me faire enrôler, j'ai eu trop de commentaires sur le truc. Donc oui, parce que quand on est un leader politique et que les populations vous écoutent, avant de prendre position, avant d'agir, il faut de temps en temps jauger. Et puis parfois même, c'est respectueux de sensibiliser avant d'eux. M. Mamadou Coulibaly est allé faire seul. Et puis après, il va venir dire, allez-y faire. Si vous ne le pas faire, ce sera bloqué. On sera là. Le régime ne partira pas. C'est trop facile. Et puis c'est méprisant un peu quelque part. Je n'ai pas apprécié, c'est pour cela que j'en parle. Je n'ai pas pour habitude de critiquer le professeur Mamadou Coulibaly.
Il sait très bien que j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour lui, mais ça, je ne peux pas le tolérer. Je ne peux pas l'accepter, cette façon de mépriser les populations, les pauvres populations qui n'ont pas les 5 000 francs. Mais pourquoi est-ce que vous aviez décrié alors, vous-même, professeur Madou Koubé, pourquoi vous aviez décrié la cherté de ce processus? Pourquoi vous avez parlé aussi de la gratuité? Si vous parlez de la gratuité, c'est parce que c'est un bien fondé. Ne faisons pas de la politique, comment dirais-je, opportuniste. Non, soyons cohérents, soyons logiques, et puis défendons les populations, jusqu'au bout. Bien, donc chers amis, pour recenser 11 millions de personnes, on a à peu près une centaine ou une 150aine ou une 200aine de sites, de points d'enrôlement. Vous savez que c'est dérisoire. À cette allure-là, on ne pourra pas, jusqu'en octobre 2020, on ne pourra pas atteindre, peut-être au maximum, ce sera entre 3 millions et 4 millions de personnes qui seront enrôlées. Si les points d'enrôlement ne se démultiplient pas. Donc, j'avoue que ça pose problème et c'est pour cela que quand on analyse bien, on ne peut que dire que M. Ouattara veut nous entraîner vers une transition. Il fait exprès. Il fait exprès pour ne pas réunir toutes les conditions et puis on va trader comme cela. Octobre va arriver et puis il va être là et puis bon, la transition, on va chercher des solutions. C'est-à-dire, il veut faire le remake de 2005 jusqu'en 2006, en 2010. Parce que ce qu'il oublie, c'est que de 2005 jusqu'en 2010, quand le mandat du président Laurent Gbagbo finit en 2005, il veut bien faire les élections, mais il y avait la rébellion qui est née dans la complicité, dans le deal entre M. Ouattara et toujours le Guillaume Soro. Donc, cette rébellion-là a empêché que l'élection ne soit organisée. Parce qu'il y avait une clause dans la constitution ivoirienne qui disait que tant que le pays est dans cet état-là, on ne peut pas faire d'élection. Il était coupé en deux, ce pays-là. Mais aujourd'hui, là, quand on arrive en octobre et que M. Ouattara n'a pas fait mains et pieds pour que l'élection se tienne, sa transition dont il parle là, ce n'est pas lui qui va la diriger, hein, si elle existe. Il faut que ce soit clair dans son esprit. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de M. Ouattara. Que s'il ne met pas tout en œuvre pour que l'élection se déroule et qu'on arrive en octobre 2020, fin octobre 2020, son mandat est fini, lui-même il est forclos. On va passer à autre chose. Ça, il faut que ce soit clair dans son esprit. Là, je tenais vraiment à le dire pour que les gens sachent comment qu'il peut traîner. Il fait semblant d'enrôler. Il n'enrôle pas. On paye un peu. Aujourd'hui, on ouvre. Après, on ferme. La nuit, vous enrôlez vos parents. On vous suit. Et en terminant sur ce premier point, je voudrais très respectueusement m'adresser aux différents leaders de l'opposition. Messieurs les présidents, nos présidents, parce que je suis vice-président de EDS, chargé des questions de la démocratie et des droits de l'homme. J'ai un président qui est le professeur Georges Ama-Ouagnen, qui lui-même se réfère toujours au président Laurent Gbagbo. Et de l'autre côté, on a le président Henri Konan Bédié, qui travaille, dont l'homme, le maître d'ouvrage est le ministre Guy. Je voudrais dire ceci. On a un certain nombre de choses sur lesquelles il ne faut pas lésiner. Un, la solidarité, la cohésion. C'est pour cela que les quelques actes de singleton, il faut les éviter, tel que vient de le faire le professeur Mamadou Koulibaly. Il faut éviter cela. Il faut que chaque fois qu'il y a une situation, il faut se concerter pour qu'on ait une position commune. Cette fois-ci, parce que l'heure est grave. Nous sommes en guerre, chers amis, on est en guerre. Et quand on est en guerre, on prend la peine de se concerter pour être fort. Donc quand il y a une situation comme celle-là, concertons-nous. Pour une fois, on a une position commune. 2020, l'opposition participera à l'élection présidentielle. C'est clair, c'est acté. On est d'accord avec ça. Mais si on est d'accord avec cela, chaque fois qu'on évolue, qu'il y a une étape, mais concertons-nous. La question de l'enrôlement pour la carte nationale d'identité. Nous exigeons la gratuité. M. Ouattara ne la fait pas. Qu'est-ce qu'on fait? L'opposition doit avoir une position commune. Si l'opposition dit on bloque le processus, on n'y va pas, on bloque le processus. On trouvera les moyens pour bloquer le processus. Parce qu'on peut bloquer le processus. M. Ouattara rêve, on peut bloquer le processus. Si d'un autre côté, on dit qu'on y va,
on participe à l'enrôlement, mais à ce moment-là, on lance les messages, on encourage nos populations, on les aide même par des stratégies pour trouver les 5 000 francs. Et on s'organise, on se mobilise, chers amis. Mais c'est le manque de cohésion, de concertation qui fait que certains peuvent se lever pour dire « Moi, je me suis fait enrôler, voici ma carte d'identité. » Oui, c'est un peu enfanté quand même. C'est un peu ridicule quand même. Il ne faut pas jouer là, chers amis. On ne joue pas ici là. Le one-man show, ça ne marchera pas cette fois-ci-là. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on soit unis pour être fort. Parce que M. Ouattara sait. Chers amis, partout où nous voyageons, je suis en Europe ici. Je suis toujours en France, je suis en Suède, je suis au Danemark, je suis partout, en Espagne, en Genève, aux États-Unis. Les gens savent que M. Ouattara est foutu. À Bruxelles, M. Ouattara est foutu. Et c'est parce qu'il est foutu qu'il cherche des échappatoires. Donc à nous d'être vigilants. Il faut qu'on soit vigilants, chers amis. Je vous y encourage, s'il vous plaît. Parce que nous, on est à l'extérieur ici. C'est vrai qu'on participe au téléphone, on donne nos avis. Mais quand vous faites des grandes sorties comme cela, ça rassure le peuple. Et le peuple sait qu'on est au travail. Donc, de grâce, devant la question de l'enrôlement, il est urgent que l'opposition adopte une position commune. Une position unanime. On parle d'une même voix. Si on s'enrôle, malgré les 5 000 francs, organisons-nous pour nous enrôler. Disons à nos populations, allez vous faire enrôler. Endettez-vous. Si il faut qu'après on paye les crédits, on va les payer. Dites ça aux populations. Et puis elles vont aller s'enrôler. Excusez-moi. Donc dites-leur, dites cela à nos parents. Mais clairement, si on pense que ce n'est pas bon de se faire enrôler et tout, mais en même temps aussi il faut le dire, de sorte que nous trouvions les moyens de bloquer le processus, parce que nous pouvons le faire aussi. Voilà le premier point que je voudrais développer, qui montre très clairement que M. Ouattara nous entraîne dans une transition, et puis il veut accuser l'opposition. Ça ne marchera pas. On ne rentrera pas dedans. Donc je tenais vraiment à le dire. Deuxièmement, il y a la question de la mise en place de la CEI, la Commission électorale indépendante, et de la loi électorale. D'abord, excusez-moi, d'abord, vous avez vu vous-même qu'il y a une sorte d'incongruité. De mon point de vue, du point de vue de la logique, il aurait fallu adopter d'abord une loi électorale globale, dans laquelle la question même de la commission électorale indépendante peut être prise en compte. On peut définir la composition, le fonctionnement, et tout cela, le rapport entre la commission et le gouvernement, des choses comme ça, dans la même loi. Rappelez-vous, la loi électorale de 2000, le code électoral là, il a été voté de commun accord. Je parle de celui de 2000. Il a été voté le même jour que la Constitution. Donc le code électoral de 2000 qui a fondé la Deuxième République, on a voté la Constitution et le Code électoral en même temps. Et les deux textes ont été promulgués le 1er août 2000. Pourquoi je fais ce rappel? Je fais ce rappel parce que le Code électoral, il comporte des éléments essentiels de la vie de la démocratie dans notre pays. Donc parfois, il est bon que le peuple se prononce sur un tel texte. Chers amis, dans une république, qui, selon vous, est habilité à définir les conditions d'éligibilité d'un candidat à l'élection présidentielle? Qui? Est-ce le président de la République lui-même qui peut, d'après lui, quand il dort bien, il dit qu'il n'est pas candidat, quand il dort mal, il dit qu'il est candidat? Est-ce que c'est à lui qu'il doit revenir de définir les conditions d'éligibilité d'un président de la République dans le pays? Non! Lui, il n'est qu'un citoyen. Le président de la République n'est qu'un citoyen, parmi tant d'autres. Et puis peut-être même que lui-même, il ambitionne candidater. Dès l'instant où lui-même, il est aussi candidat, mais au nom de quoi un président de la République puisse décider de définir les conditions d'éligibilité d'un président de la République dans une république? Non. C'est au peuple. C'est au peuple de définir quels sont les critères pour que quelqu'un devienne président de la République. C'est au peuple souverain. Parce que c'est lui qui trace le profil de son président. Donc voilà un peu quelque chose de fondamental. Vous imaginez un peu
Quand je vois certaines vidéos, M. Ouattara est assis dans une causette amicale et dit oui, j'ai envie même que la caution passe de 20 000 à 100 millions, de 20 millions à 100 millions. Mais attendez, il parle de quoi là? Il parle de quoi là? C'est un héritage familial là? C'est une affaire de quoi? De l'héritage que ton père t'aurait laissé ou bien je ne comprends pas. C'est la République du Côte d'Ivoire, c'est notre bien à tous. C'est notre pays, bon sang. C'est de notre pays qu'il s'agit. Vous n'allez pas décider de notre pays selon vos bons vouloirs. Non, je ne veux pas qu'il y ait... Il a même osé dire, je ne veux pas qu'il y ait trop de candidats, donc je vais mettre ça. Mais vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? Mais qu'est-ce que c'est qu'un président de la République? Le président de la République n'est pas Dieu. Le président de la République, c'est quelqu'un à qui le peuple prête son pouvoir. Parce que celui qui détient le pouvoir exclusif en démocratie, c'est le peuple. On vous le prête pour un temps et vous voulez en faire le jour et la nuit. C'est-à-dire vous voulez décider selon vos humeurs. Non, ça ne se passera pas comme cela. Donc la question de dire, on va fixer le taux à 100 millions, à 200 millions, ce n'est pas dans une petite chambre que vous allez décider de cela. Il fallait en faire une loi nationale pour que le peuple se prononce. Parce que vous n'allez pas changer les règles du jeu pendant qu'on est déjà dans la course. Ça ne se fait pas en démocratie. Ça ne se fait pas en démocratie. Donc là, déjà, le monde entier vous regarde exactement comme le fait Alpha Condé, l'autre côté en Guinée. C'est pareil, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Comment se fait-il que quelqu'un qui était quand même à l'international, mais les gens se moquent même plus de la Côte d'Ivoire, mais c'est l'individu. C'est pour ça que quelque part, l'Union africaine, lors du 33e sommet récemment, pour parler d'une Afrique économique, on n'a même pas regardé du côté de Ouattara. Ils ont préféré confier à un président digne de l'Afrique, le président du Ghana. Bravo. 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 Et donc ceux qui pensent que ça se passera comme ça, je vous dis que vous vous trompez. Parce que ça ne se passera pas comme cela. Nous nous préparons à toutes les initiatives et à toutes les options. L'opposition est prête pour cette fois-ci là. Je vous dis que l'élection de 2020 là, octobre 2020 là, mais on ne lâche rien. Il faut que ce soit clair, on ne lâchera rien. Donc, quand M. Ouattara fait ci, nous on fera ça. Et on va se retrouver au final. Aujourd'hui, heureusement qu'à l'intérieur du pays, nos compatriotes travaillent et à l'extérieur, nous faisons aussi le job pour que la communauté internationale, cette fois-ci là, soit témoin. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, chers amis, il change les règles du jeu, M. Ouattara. Il change les règles du jeu. Dans le cours du jeu, il dit que la caution va passer de 20 millions à 100 millions, 200 millions, comme il est content, 250 millions selon lui. Et puis, il nous parle de parrainage. Bon, vous voyez, des choses importantes comme cela. Pourquoi vous n'interrogez pas le peuple? Vous dites non, dans la nouvelle constitution, on a mis une disposition, le président peut tout faire. Vous rêvez. Ça ne se décidera pas comme cela. Donc, je voudrais dire à M. Ouattara de se ressaisir un peu, parce que c'est un phénomène autocrate, un despote qui décide. C'est ça. Et ça, c'est malheureusement, vous tuez la démocratie dans notre pays. Vous tuez la démocratie. Et je m'avais dire que sur cette question, oui, il sort tous ces éléments-là pour bloquer l'opposition. Et de sorte que petit à petit, l'opposition soit en train de boycotter, en train de bloquer, et que jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'en octobre. Et souvent, je lis sur les journaux, pendant que l'opposition se cherche, nous, on se constitue, on travaille. Vous travaillez, mais au finish, là, vous êtes perdant. Le monde entier le sait. Si vous dites que vous n'êtes pas perdant, là, c'est pas compliqué. Mettez en place la commission électorale propre. Faites même comme le président Laurent Gbagbo. Dites, on donne même à l'opposition organisée, nous, on va vous battre. Vous ne ferez même pas vous ne dépasserez pas le premier tour. Au premier tour, l'élection est pliée. On vous met au défi. C'est-à-dire que l'opposition vous met au défi sur des questions concrètes et vous cherchez des subterfuges, pour des échappatoires, pour tricher. Au passage, la triche. Si la Côte d'Ivoire a brûlé en 2010, c'est la triche de M. Ouattara. Dans le nord, là, ils ont triché. Ils ont bourré les urnes. Et tellement, ceux qui bourraient les urnes étaient tellement idiots, ils ont bourré en dépassant même les personnes inscrites, le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales. Ils ont bourré les urnes. Et c'est en les sanctionnant que
le Conseil constitutionnel a violé l'article 64 pour dire, bon, dans tous les cas, j'annule les 7 départements et le vainqueur s'appelle Laurent Gbagbo. Voilà ce qui a entraîné la guerre dans notre pays. C'est les triches. C'est les triches. Donc, en 2010, là, il y a eu la guerre parce qu'il y a eu des tricheries. Et si vous recommencez, cette fois-ci, on va vous laisser vous seul dedans. Parce que nous, on va protéger notre pays. Moi, je vous dis toujours, le bien précieux que nous défendons là, c'est notre pays. Le reste là, les hommes passent. Mais notre pays là, on le défendra. Donc, chers amis, sur cette question du montant, de tous, c'est du bluff. C'est du bluff. La loi électorale est adoptée. Si c'est de façon consensuelle, si l'opposition s'assied, il faut que M. Ouattara nous démontre le bien fondé de ce montant-là, de 100 millions, de 200 millions là. Il faut que M. Ouattara nous démontre son bien fondé, parce que ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc je voulais vraiment dire que tant qu'on n'a pas les bien fondés, on ne sera pas d'accord et ça ne passera pas. Donc c'est clair là-dessus. Alors je voudrais... Excusez-moi. Voilà. Je voudrais dire aussi que il y a quand même un troisième point sur lequel je voudrais pouvoir gloser. Alors, on est d'accord hein, sur la question de la commission électorale, de la loi électorale et tout cela. Maintenant, je voudrais évoquer un autre point également. C'est-à-dire qu'il faut bien remarquer, il faut très bien remarquer, autant pour moi. Je vais bien remarquer que, comment dirais-je, voilà. Il y a un autre élément que M. Ouattara aussi pose, qui nous entraîne dans son jeu de vouloir faire, comment dirais-je, sa transition. Il croit qu'on ne le voit pas. Chers amis, il faut qu'on soit honnête. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus de liberté de manifester. Mais vraisemblablement, regardez ce pays. Regardez ce pays-là. C'est incroyable qu'un homme comme M. Ouattara qui est venu des États-Unis, du FMI, soit à la tête de la Côte d'Ivoire et puis on bâillonne les libertés. Mais on bâillonne tous les droits de l'homme. Vous n'avez pas le droit de manifester. Vous n'avez pas le droit de faire une marche. Même une marche priante. C'est-à-dire même une marche des religieux. Une marche où on marche un peu, on s'arrête, on prie. On marche un peu, on prie. Pour que la paix vienne dans le pays. Ça n'a pas eu lieu. Donc, vous voyez qu'un tel monsieur, il brime les populations, donc les libertés publiques sont, comment dire, violées, les droits de l'homme sont violés. Voilà ce que représente M. Ouattara. Et c'est pour ça que quand on est à l'extérieur, on est tout à fait tranquille, hein, parce qu'on est à l'aise pour expliquer aux gens de regarder, dans ce pays-là, il n'y a plus, l'opposition ne peut plus manifester. Et je voudrais dire aux religieux qui ont annulé leur marche et qui ont pris un rendez-vous avec M. Ouattara, de toute façon, je fais confiance à nos pères, à nos religieux, les catholiques, ils ont dû lui dire le message. Ils ont dû lui faire passer le message. Et je voudrais les féliciter pour cela. Mais dans cette Côte d'Ivoire, où il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de marche, j'avoue que nous sommes pratiquement dans une dictature concrète. Et là-dessus, j'aimerais pouvoir dire ceci. Lors de la manifestation qui a eu lieu dernièrement à Yopougon, organisée par EDS justement, le président de EDS, le professeur Georges Ama-Ouagnen, dans son intervention, a annoncé publiquement que très bientôt, une grande marche aura lieu en Côte d'Ivoire. Je voudrais le féliciter et féliciter l'opposition sur cette question de la marche annoncée. Là-dessus, j'aimerais dire ceci. Stratégie pour stratégie. Il faut faire la demande. D'ailleurs, même dans la loi ivoirienne, pour faire une manifestation démocratique, pacifique, on n'a pas besoin d'autorisation préalable. C'est juste une information préalable. Il faut informer l'administration. Et dans un pays organisé, l'administration prend les dispositions pour accompagner ceux qui veulent manifester, ceux qui veulent marcher. Mais, monsieur le président de EDS, quand vous faites la demande de la marche, si elle est refusée par l'administration, prenez acte. Et puis on se calme.
à ce moment-là, nous penserons à d'autres stratégies. Parce que M. Ouattara pense qu'il est plus intelligent. Si vous ne voulez pas une marche civilisée, si vous ne voulez pas d'une marche organisée, si vous ne voulez pas que les populations expriment leur mécontentement, comme ça se fait dans tous les pays du monde, de façon pacifique. Si maintenant si vous avez vos manifestants, vous avez vos partisans, c'est ce que je leur ai dit lorsque la marche des religieux a été attaquée par vos microbes. C'est ce que je vous ai dit. Dans un état de droit, les religieux veulent marcher, les catholiques veulent marcher, mais ils marchent. La police les encadre. Le lendemain, si les musulmans sont trop décidés pour soutenir M. Ouattara, ils marchent. Les Ediemou, Blaise Jacob, là, s'ils veulent faire leur marche aussi pour demander un troisième mandat de Ouattara, ils n'ont qu'à marcher. Et puis on les encadre. C'est ça, un état de droit. Mais vous n'allez pas empêcher l'opposition de manifester. Si vous nous empêchez de manifester, on prendra acte. Mais si vous ne voulez pas de marche organisée, de marche civilisée, mais vous allez assumer les marches sauvages. Parce qu'il y a aussi des marches sauvages. Moi, je suis universitaire, donc je connais très bien les méthodes de nos étudiants et tout. Quand l'administration a toujours refusé qu'ils organisent telle ou telle activité de façon civilisée, mais le lendemain, nous-mêmes, on est surpris. Et ça, c'est cette expérience-là qui me dit que si vous ne voulez pas que nous marchions en tant qu'opposition civilisée, organisée, vous allez voir les populations elles-mêmes, elles prendront leurs responsabilités. Ça, c'est vous qui voyez. Je vous l'aurais dit. Au stade actuel de mon propos, je voudrais maintenant signifier, comment dirais-je, à monsieur, à monsieur Alassane Ouattara, la transition là. Pour vous qui m'écoutez, chers compatriotes, voilà les conséquences de la transition de monsieur Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si monsieur Ouattara fait traîner le processus, que rien n'est fait, que l'opposition demande le minimum pour que l'élection soit propre et transparente et que M. Ouattara ne veut pas, on va arriver jusqu'en octobre 2020. En octobre 2020, si nous sommes dans une transition, M. Ouattara ne sera pas au pouvoir. Parce que M. Ouattara, lui, pense que dans une transition, si les choses traînent, c'est lui qui gagne. Non, c'est lui qui perd. C'est lui qui perd. Parce que ce que les Ivoiriens ont vécu en 10 ans, le rattrapage ethnique là, la cherté de cette vie là, la violation de tous les droits, toutes les libertés publiques interdites dans le pays. Même parfois, même quand tu critiques même son régime, c'est pratiquement les enlèvements. Aujourd'hui, je plains, combien de fois j'ai plaint les partisans de M. Guillaume Soro. Je plains. Mais je pense que les pauvres, ils vont comprendre. Bon, ils l'ont compris déjà, puisqu'ils le manifestent, ils l'expriment très bien. Parce que s'il a osé faire ça à Guillaume Soro, mais il n'épargnera personne. C'est pour cela que je pense qu'on a aujourd'hui les yeux grandement ouverts et on est décidé à aller jusqu'au bout. Le risque qu'il y a dans sa transition là, c'est le chaos en Côte d'Ivoire. Et c'est à ce moment-là que les patriotes ivoiriens, les gens nous qui aimons notre patrie parce qu'on n'en a pas deux, on doit réfléchir par deux fois pour trouver la meilleure formule pour que ce monsieur ne brûle pas notre pays. Pour que ce monsieur ne brûle pas notre pays. Donc, soyons intelligents. Mais en même temps qu'on a subi pendant 10 ans, hein, parce qu'on ne voulait pas pouvoir brûler notre pays. Pendant 10 ans. Et donc, cette fois-ci, nous prendrons toutes les dispositions. Oh, je vois quelques-uns qui parlent. Aujourd'hui, chers amis, les pro-Ouattara, vous venez sur les réseaux sociaux, vous souffrez. Parce que nous, en 10 ans, on vous a démontré le contraire. Vous aviez pensé que le président Laurent Gbagbo allait rester en Occident. Il allait même rester en prison. Aujourd'hui, il a été acquitté. Ça a été la plus grande gifle qu'on a envoyée à M. Ouattara. Tellement il a été comment dirais-je, abasourdi, il a été tellement paniqué que maintenant il envoie ses avocats à la CPI. Et voilà, 2 avocats français là, 2 gros avocats français, ils étaient là-bas. Ils disent qu'ils vont démontrer que le président Laurent Gbagbo, s'il arrive en Côte d'Ivoire, il aura le chaos. Ouattara dit qu'il n'a jamais envoyé les avocats. Et en même temps que Ouattara dit qu'il n'a pas envoyé des avocats, comment il s'appelle, M. Gon Coulibaly, son premier vient de dire, oui, l'État, mais oui, un État de plaisanter. Ça, c'est de la plaisanterie, ça. Des plaisanteries. Vous envoyez des avocats au nom de l'État de Côte d'Ivoire, là, hein? Le chef de l'État dit qu'il n'a jamais envoyé des avocats, que c'est une initiative personnelle des avocats.
Et puis maintenant, le Premier ministre dit, oui, oui, on a envoyé. Cacophonie à la tête de l'État. J'ai honte pour mon pays. Cacophonie à la tête de l'État. J'ai honte pour mon pays. Mes chers amis, les juges en tireront toutes les conséquences. Les juges d'appel vont en tirer toutes les conséquences. Et le président Laurent Gbagbo retournera à Abidjan. Je m'en vais aborder, si vous le permettez, le dernier point. Et j'en aurai fini, parce que j'avais promis faire une vidéo précise en apportant des éléments de réponse, tac, 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 et puis on passe à autre chose. Parce qu'on a, voilà, on n'a pas le temps des plaisantins qui pensent qu'on n'a pas tapé 10 ans dans le vent, hein. On a passé 10 ans à penser une nouvelle Côte d'Ivoire. Et c'est cette nouvelle Côte d'Ivoire-là qui va prendre naissance à partir d'octobre 2020. Il ne faut pas rêver. Ceux qui pensent que nous rêvons là, ce sont eux qui rêvent. Alors si vous voulez, comparons les deux rêves. On peut comparer les deux rêves. Prenez votre rêve, nous on prend notre rêve. On organise une élection propre. Et puis celui qui est battu, il vient dire à son frère, bravo, vous avez gagné. C'est ça la démocratie. Mais si M. Ouattara ne veut pas cela, il va en tirer les conséquences. Chers amis, en terminant mon propos, j'aimerais maintenant aborder les actions à mener. Donc, en fait, dans la dernière partie de mon propos, c'est de dire à l'opposition, aujourd'hui, chers leaders de l'opposition, vous tous, réunis, la Côte d'Ivoire vous fait trop confiance. Parce qu'elle se retrouve en vous. Quand on voit le président Henri Konan Bédié, quand on sait que le président Laurent Gbagbo est en route pour arriver, quand on voit le président Georges Armand Ouagné, quand on voit le ministre Guy Kahué et tout, et puis on voit Ouattara Nyonzié, je sais pas moi, tout le monde est là, tout le monde est là, tous les leaders sont là. Ça rassure. Ne lâchons pas prise. On n'a pas le droit de trahir ce peuple. On n'a pas le droit de trahir ce peuple. On n'a pas le droit de trahir nos populations, de nos compatriotes. On n'a pas le droit. Donc, de grâce, première recommandation que je fais, c'est vraiment que nous ayons des mots d'ordre clairs. Il s'agit d'avoir des mots d'ordre clairs. Je voudrais que les mots d'ordre soient clairs et en même temps consensuels, de toute l'opposition, d'une même voix. Voilà la question de l'enrôlement. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-le aux populations. Elles vont se débrouiller pour le faire. Ça nous permet de gagner. Oui, on n'a pas le choix, il faut qu'on gagne l'élection, donc allez vous faire enrôler. Dites-le-leur. Si on ne peut pas y aller, on prend aussi les dispositions pour bloquer le processus parce qu'on peut le bloquer. Et je m'en vais donner, comment dirais-je, le deuxième élément que je voudrais évoquer. L'opposition toujours a dit clairement au peuple de Côte d'Ivoire, nous voulons désormais un dialogue direct avec M. Ouattara. C'est une belle stratégie. Mais en même temps, il faut qu'on s'attende à la suite. Et comme je sais que vous êtes pour la plupart des grands politiciens, vous avez pensé à la suite. Moi, je réfléchis. C'est ça mon rôle en tant que voilà, citoyen, membre de l'opposition, société civile. Je réfléchis. Alors je vous verse. Quand ça passe par M. Ouattara, là, sachant qu'on a atteint le plafond, hein, donc là, on n'a plus le choix. C'est le bon Dieu qui est derrière. Quand tu vois là, c'est ça, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire, quoi. Voilà. On a dit qu'on veut un dialogue direct avec M. Ouattara. Donc là où nous sommes arrivés, là, nous sommes au terminus. Après le chef de l'État, il n'y a rien derrière. C'est tout. Donc ça, on doit avoir cela à l'esprit. C'est-à-dire que ou bien ça passe, ou bien ça passe. Je n'en dirai pas plus. La deuxième chose que je voudrais dire, bon, je reviens encore là-dessus, malheureusement, la question du consensus de l'opposition. Je crois que j'ai interpellé quelque peu amicalement le professeur Mamadou Koulibaly et je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, mais ce sont les dissensions et puis les chemins personnels, individuels qui font que depuis 10 ans, M. Ouattara a perduré au pouvoir. Il faut arrêter cela. Je disais aux États-Unis lors d'une conférence que l'élection qui arrive, elle est déterminante et puis elle est salvatrice pour notre population. Il ne faut pas jouer avec. Et que s'il y a un seul parmi nous qui fait que
nous perdions cette élection-là, mais on ne sera pas tendre avec lui. On ne va pas le lui pardonner. Donc, je voudrais vraiment, c'est que, parce que les comportements tels que vient de le montrer M. Mamadou Coulibaly, qui n'attend même pas de passer des coups de fil à ses pairs de l'opposition pour voir quelle est la stratégie qu'on adopte. On fait une réunion de crise pour nous prononcer, pour adopter une position commune. Et puis il s'élève, il dit, voici ma carte d'identité. Si on ne peut pas faire des rébellions, on n'a qu'à aller s'enrôler. On ne parle pas comme cela. Ce n'est pas un langage digne d'une autorité. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela, c'est pas bien. Parce que souvent, il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Il faut pas nous pousser à le dire. Il ne faut pas nous pousser à le dire. Parce que quand le président Laurent Gbagbo est à la haie, là, et puis nous sacrifions nos vies, les Ivoiriens de la diaspora sacrifient leur vie, sacrifient leurs moyens, sacrifient leur argent, sacrifient leur temps, sacrifient leur famille pour aller là-bas. Là. Mais il est là-bas à cause de certains comportements de ses collaborateurs aussi. Hein. Il faut le dire. Hein. Je n'ai pas envie de rentrer dans un certain nombre de choses, mais il faut se calmer un peu. Tuons nos égos personnels. Parce que le comportement adopté nous fait déjà envisager ce qui arrive. Demain, c'est pour dire, je suis candidat, je m'en fous si l'opposition. Non. Or, l'opposition, dans un consensus, peut déjà définir quels sont les candidats pour nous faire gagner. Je dis, l'élection de 2020, là, ce n'est pas une question d'égo personnel. C'est une question de sauver la patrie. Donc, le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié, vont se parler, peuvent se concerter. Et puis, je vous dis que l'élection ne peut pas arriver au second tour. Une élection propre au premier tour, M. Ouattara est à plat. C'était compliqué, c'est très facile. Maintenant, si certains viennent, même le président Afin Guessan était à la rencontre aujourd'hui, il est en train de suivre le mouvement. Alors, Mamadou Coulibaly qui a été reçu 2 fois par le président Laurent Gbagbo, quel est ce comportement de solitaire pour dire je m'enrôle, sans au moins se consulter avec les autres? Il faut éviter cela. Parce que demain, celui qui va se dire, bon, moi je suis candidat, je pense que je peux gagner. Tu ne peux rien gagner, on a vu tes preuves. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Bon sang. Je vais terminer par dire ceci. Au niveau de... Je termine par dire ceci. Au niveau de la diaspora, il y a eu ce 6 février 2020, à La Haye, une grande mobilisation. Elle a réveillé. Donc, j'ai fini de parler à l'intérieur. Hein. À l'intérieur du pays, j'ai donné un peu ce que je pense. Bon, ce n'est pas... Évidemment, nous sommes des responsables, donc je ne vais pas venir ici pour tout déverser. Donc, il y a un certain nombre de choses que je ne dirai pas. Mais au moins, j'ai attiré l'attention des collègues, des amis, des frères qui sont à l'intérieur du pays. OK. Mais au niveau de la diaspora, il y a un certain nombre d'actions que nous menons. Donc je disais que le 6 février, c'était un grand moment à La Haye où nous sommes retrouvés et puis on a entamé un certain nombre d'actions. Et avec les collègues de Paris, il y a un certain nombre d'actions que nous avons déployées pour dire à la Cour pénale internationale, par exemple, que quand on finit avec le camp Laurent Gbagbo, là, parce que Laurent Gbagbo est acquitté, le président Laurent Gbagbo est acquitté, le ministre Abdel Goudé est acquitté. Le camp Ouattara, il passe quand? C'est ce discours-là qu'on est en train de développer. On est en train d'interpeller la Cour pénale internationale sur cette question. Le camp Ouattara, il passe quand? Donc, on est en train de travailler là-dessus. Et très sérieusement, je m'arrête là, sans plus. Donc, premier élément. Deuxièmement, il y a que du côté de l'Italie, où je suis basé, avec les leaders, les représentants des différents partis politiques, membres de EDS et même de la société civile, nous avons ici une plateforme qu'on appelle la plateforme des leaders ivoiriens résidant en Italie. Et donc, notre plateforme a saisi l'occasion de ce que les évêques ont commencé des actions à dénoncer un certain nombre de violations du principe démocratique en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons profité de l'occasion pour saisir le Vatican. On a écrit au Vatican, au pape Benoît, et nous attendons, déjà les échanges ont commencé. D'ici là, dès qu'on a une audience, en bonne et due, comme c'est une action publique, c'était une lettre adressée au pape, mais on l'a rendue publique, donc on est en train de suivre cela, de sorte que dès qu'on a, comment dirais-je, une audience, vous serez informés. Et même aujourd'hui encore, il y a un certain nombre, il y a un membre de la coalition qui a d'autres contacts avec, on va faire tout ce qu'on peut pour alerter la communauté internationale. Notre stratégie, c'est que il ne faut pas attendre qu'il y ait le pays en Côte d'Ivoire pour venir jouer les pompiers. On ne veut plus cela.
On ne veut plus, oui, il y a 3 000 morts, non, il y a 16 000 morts, comme la commission de M. Bani, enfin, avait dit, la CRDV, la commission de, la CDVR, pardon, la CDVR, commission dialogue, vérité et réconciliation de M. Bani, même les autres, qu'il y avait environ 16, on ne veut plus cela. Si vous voulez, vous êtes une communauté internationale, vous avez les grands moyens d'intervenir, faites-le maintenant. Ce n'est pas compliqué, maintenant ça coûte moins cher. C'est beaucoup moins coûteux de dire que l'ONU, la CEDEAO, l'Union africaine se mobilise pour aller à Abidjan pour réunir toute la classe politique autour d'une table. Pour dire, mettez les 4 sur table. Faites une élection propre, le meilleur l'emporte. Et puis la Côte d'Ivoire est sauvée. Si vous ne le faites pas, ne venez pas après pour dire, on va, non, la Côte d'Ivoire est en danger. Non, ce sera trop tard. Parce que là, on va déjà enregistrer des morts. C'est notre rôle. Moi, j'ai décidé, en tant que militant de la société civile, militant des droits de l'homme, je préfère anticiper. C'est mon leitmotiv. Je n'aime pas où on fait les communiqués. Oui, comme Amnesty International condamne, il y a eu 8 000 morts, et on veut plus là. Il faut anticiper. Et c'est ma mission aujourd'hui. Et c'est pour cela que, après avoir saisi le Vatican, nous lorgnons aujourd'hui du côté des États-Unis. Et je n'en dirai pas plus, mais je voudrais vraiment saluer le représentant du Front populaire ivoirien aux États-Unis, le docteur Marcel Krabbe, saluer mon représentant aux États-Unis de Grande Afrique, le frère Laurent Adjei, qui sont en train de travailler pour que les choses bougent de ce côté-là, en attendant que nous nous retrouvions. Puisque d'ici quelques jours, je serai moi-même aux États-Unis, mais je ne serai pas seul cette fois-ci, puisque un certain nombre de leaders, en tout cas de l'opposition ivoirienne, sont en train de s'organiser également. Donc, chers amis, on fera bouger toutes les lignes. On fera bouger les lignes. Je pense que cette fois-ci, on va jouer notre va-tout. On va jouer notre va-tout en respectant les principes de la démocratie jusqu'au bout. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. J'ai eu le plaisir à échanger avec vous. Je voudrais vous dire que, en conclusion, que, chers amis, nous n'avons pas 2 pays. On n'a qu'un seul pays. Notre pays est le meilleur. Je vous assure que j'ai voyagé dans tout le monde entier. J'ai été en Israël 2 fois. Où ne suis-je pas allé? Mais il n'y a pas un pays plus beau que la Côte d'Ivoire. Parce que en chacun de nous vibre la Côte d'Ivoire. Et je suis trop fier de mon pays. Et j'aime mes compatriotes. Et si M. Ouattara pense qu'il est notre compatriote, de grâce, mettons bas la terre. Tu as fait 10 ans au pouvoir. Aujourd'hui, il faut sauver l'essentiel dans ton pays. Les populations sont traumatisées. Déjà à la fête, le nouvel an dernier, le 24 décembre et le 1er janvier, les gens ont passé ces fêtes-là dans la terreur. Parce qu'il y avait un grand conflit entre le chef de l'État et le chef de la rébellion. Les gens se disent, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ont été traumatisés. M. Ouattara, libérez la Côte d'Ivoire. Vous avez la possibilité de sortir par la grande porte. Vous avez la possibilité de sortir par la grande porte. Mais si vous ne voulez pas sortir par la grande porte et que vous voulez engouffrer la Côte d'Ivoire, vous perdez votre temps. Parce que nous, Ivoiriens, les Ivoiriens se battront pour que notre pays soit sauvé. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la démocratie dans notre pays. Et que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.